Bonjour les amis, nous sommes partis pour la vidéo numéro 36. Donc on va continuer notre étude du chapitre 3. Alors, exceptionnellement, on va laisser la partie sur les chakras, les centres d'énergie, qui sont un élément traditionnel du yoga, mais du yoga plutôt axé sur la Kundalini. Donc là, il y a 4 aphorismes, du 30 au 33. Je vous laisserai les apprécier. On passe à la connaissance du réel, donc de l'aphorisme 34 au 36. L'aphorisme 34, où à travers l'expérience directe, tout se révèle. Alors ça tombe bien, dans notre société, beaucoup de choses reposent sur la mémoire, l'expérience passée, les diplômes, l'éducation. Et là justement, ce qui est un peu le fer de lance de notre pratique du yoga, l'expérience directe, si on est présent, à l'écoute des informations qui émanent de l'instant présent, alors tout ce qui est nécessaire à la résolution de la situation apparaît. L'exemple très simple, c'est je regarde une fleur et si je suis en train de réfléchir sur son prix, si je cherche son nom, si je fais des calculs artistiques sur sa couleur, si ça serait bien en massif ou en isolé, etc. Tous ces éléments de réflexion me coupent de la perception directe de la fleur. Et quand on est dans la perception directe de la fleur, généralement on perçoit la beauté. Sauf qu'au moment où on est en contact avec la beauté, très souvent, on émet un commentaire qui nous extrait. Et donc, au moment où on est en contact avec la beauté, généralement, on émet un commentaire du type « c'est beau ». Et forcément, ça nous extrait de la perception directe. Oui, finalement, c'est quand même pas si compliqué que ça, les Yoga Sutras. Le 35. Être un avec la présence donne accès à la connaissance véritable du mental. Être un avec la présence équivaut, entre guillemets, à être conscient d'être conscient. C'est une sensation que vous éprouvez, je dirais, assez facilement quand vous faites de la méditation. Il faut laisser un certain temps pour que les pensées automatiques s'apaisent, mais à un certain moment de détente, on se sent présent et en même temps, entre guillemets, on le sait. Si ces moments sont un petit peu provoqués dans le cadre de la méditation ou arrivent grâce à l'environnement de la méditation, évidemment la répétition de la chose, la familiarisation, fait qu'à un moment, vous pouvez également ressentir ça dans votre vie quotidienne. Dans l'aphorisme « la connaissance véritable du mental », c'est parce qu'on a toujours des idées préconçues, des suppositions, mais quand à un moment, on est présent, entre guillemets, à sa présence, quand on assiste, en fait, à la situation, comme elle est, alors les automatismes, la manière de fonctionner apparaît. On va retrouver ce dont on a parlé précédemment à propos des fragments, des costumes, des personnages que nous empruntons selon les situations. Et là, il y a un recoupement. C'est quand ces personnages apparaissent de façon automatique et totalement à mon insu, c'est un peu la roue de la fortune. Parfois c'est bien, parfois c'est un peu moins bien. Alors que là, si on met l'accent sur la présence, eh bien, je dirais tout le compartiment qui contient ces personnages commence à s'étoffer.
la manière dont fonctionne notre psychisme devient plus claire. Certaines personnes ont un intellect très rapide, d'autres ont un équipement un peu plus léger, d'autres ont des capacités de calcul, d'autres ont une facilité de mémorisation, d'autres sont très forts dans l'identification des couleurs, et toutes les relations avec les organes des sens. Encore une fois, il n'y a pas de plus, de moins, on est différents, avec nos qualités et nos défauts. La lucidité a besoin justement d'une reconnaissance lucide, neutre, de la manière dont fonctionne notre mental. 3.36. Cet aphorisme-là est vraiment très intéressant. La conscience témoin est totalement distincte du contenu d'un mental limpide. On va s'arrêter sur cette première partie. On a passé un week-end sympathique avec des amis. On est sur la terrasse. La conversation est plus ou moins animée, mais très intéressante. Et puis à un moment, il arrive toujours un moment où il n'y a plus rien à dire. Quand on est gêné par le silence, quand on n'est pas sensible à cette poésie du silence, comme on l'apprend dans le yoga, alors ce moment de vacuité, ce moment de totale liberté, doit être rempli. Quand on fait du yoga, cette espèce d'achèvement, en fait, ce moment où on entend la nature, on est simplement content d'être ensemble, est un instant très, très agréable. C'est la même chose quand vous êtes dans un moment de réflexion, puis vous avez fait le tour de la question et vous arrivez à un moment d'achèvement. Et là, ça fait comme si le mental était vide. Et ce que souligne l'aphorisme, c'est que justement la conscience témoin n'est pas cela. Mais d'un autre côté, il faut savoir reconnaître ces moments où le mental n'est pas en train de fabriquer des pensées, n'est pas en train de faire un bruit qui fait écran. Deuxième partie de l'aphorisme. Être un avec le non-discernement entre l'emprise égotique, donc nous sommes dans la vie de tous les jours, je m'arrête là, et puis l'emprise égotique. Mon ego se manifeste d'une façon spectaculaire, agressive, et puis j'assiste à cela. Et la réalité de la vie courante, ou bien je suis en train de faire des gestes, je me rends compte, par exemple, je suis en train de faire la vaisselle, et puis que les gestes deviennent un peu automatiques, et dans le même temps, mon mental pense à autre chose, et c'est fait comme s'il y avait une lumière qui s'éclaire, et qui s'allume, une lumière qui s'allume, et qui me montre la situation comme elle est. Cette partie de l'aphorisme est très intéressante parce que toutes nos bonnes intentions nous conduisent à cultiver la vertu. Et dans le yoga, il n'y a pas de changement. Parce qu'on constate la manière dont on fonctionne, parce que l'accent est mis justement sur le fait de prendre conscience, de se saisir comme on est. Et justement, ces moments d'aveuglement qui sont au départ de notre démarche, quand on est identifié avec un personnage, quand on cache quelque chose, quand on ment, quand on est un petit peu tricheur, par exemple, la personne s'est trompée en nous rendant la monnaie, et puis on fait comme si on n'avait pas compris. Toutes ces petites manigances sont mises en lumière par une entité indépendante, qui est la conscience témoin. Donc, paradoxalement, le faux, une situation qui correspond à ce que je n'ai pas envie d'être, mais qui se présente comme cela, est perçu au départ comme quelque chose à bannir, et donc en fait on ne pénètre pas dans la compréhension de cette manière de fonctionner, voire on l'enfouit dans l'inconscient,
alors que le moment d'une réelle détente fait qu'on peut assister à cela sans résistance, et là va germer une compréhension en profondeur, d'une part, et d'autre part, on va sentir l'éclairage de la conscience témoin, que l'on ne peut pas cerner, que l'on ne peut pas formuler, mais qu'on peut pressentir. Allez, pour aujourd'hui c'est bien. Kapalabhati. Quelques instants de méditation. Et pendant ces quelques instants, essayez de vérifier maintenant, tout de suite, est-ce que le silence est le contraire du bruit? Ou est-ce que le bruit est le contraire du silence? Tout doucement sur la pointe des pieds. Regardez ce qu'il se passe
dans votre mental, sans vous condamner. Est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce que vous parlez dans votre tête? Est-ce qu'il y a une entité autoritaire qui met une muselière comme ça pour obtenir un silence finalement artificiel? Voyez cela en respirant tranquillement. L'appui de votre bassin, les épaules relâchées, la verticalité. Comme le suggérait l'aphorisme, est-ce que je peux être un avec la présence ? Je n'essaye pas d'empêcher les pensées, j'essaie d'être en contact avec l'instant présent qui se traduit par la sensation de mes mains, de mon bassin, de mon t-shirt ou mon pantalon, de l'air sur mes bras, sur mon visage, sur mes pieds, sur mes mains. Est-ce que c'est des pointillés? Est-ce que c'est une ligne continue? Sans tension. Voilà, très bien. Alors, je n'ai pas encore reçu d'approbation ou de réprobation sur la proposition de salutation, donc on va essayer de continuer.
Peut-être dans cette salutation à la lune, vous avez du mal à attraper votre pied. Donc on va prendre une sangle. Et puis on va l'attacher en pied gauche. Pour cette séance, il nous faudra une chaise. Si vous pouvez, une sangle, des briques. Allez, on est parti pour la salutation à la lune. Et comme l'enchaînement est facile mais un peu long, on va le couper en deux. C'est-à-dire on va faire toute la partie où on appuie sur le genou. Donc on va prendre un coussin pour l'appui du genou. On fera tout ce qui est en fait torsion, flexion latérale, et puis étirement en fait du droit antérieur. Donc on mettra une sangle sur le pied afin de pouvoir, quand on sera dans la position pied droit en avant, de pouvoir gruter comme ça et de doser intelligemment l'étirement de la face avant de la cuisse, qui peut être délicat pour certains d'entre vous. Et si on force cette partie-là, dans cette position, on a tendance à taper dans les lombaires, qui n'est pas une bonne idée. Donc je préfère que vous fassiez avec de l'équipement comme ça, pour que ça se passe gentiment. On démarre, la sangle est sur la cheville gauche, on met les deux genoux sur le coussin, on mettra le pied droit en avant. Assis sur les talons, tranquillement, en inspirant, on joint les deux mains. Expire, on va tendre les bras vers l'avant. Inspire, on emmène les bras en arrière. Expire, on va envoyer le pied droit. Inspirez. Et puis maintenant, on est parti pour les torsions. Expire, on tourne à droite. Donc regardez bien votre main arrière. Inspire. Expire à gauche. Inspire au centre, donc on a fait les torsions. Maintenant on passe aux flexions latérales. Expire, on regarde la main gauche. Ici on peut essayer de toucher le sol avec la main droite. Inspire. Expire l'autre côté. Voilà, et là ça tombe bien parce qu'en fait c'est le moment où on va attraper la sangle. On lève le bras droit, inspire. Expire, on change de main. Inspire. Expire, on revient. Et pour l'instant, on va s'asseoir sur les talons. Faites une petite pause. On change la sangle de côté. Donc elle est sur le pied droit. Inspire. Expire, tournez les bras. Inspire, deux bras en croix. Expire, envoyez le pied gauche. Inspire. Et donc, comme dans la salutation, à chaque fois c'est à gauche. Donc on tourne à gauche. Inspire au centre. Torsion. Expire à droite. Inspire au centre. Flexion latérale, à gauche. Inspire.
à droite. On attrape la sangle. Inspire. Expire, on change de main. Inspire l'autre bras. Et on revient assis sur les talons. Inspire. Maintenant la deuxième partie. On enlève la sangle et le coussin. On a fini la première partie de l'enchaînement. On expire. 4 pattes. Inspire, regarde devant. Expire, regarde les genoux. Dos creux. Inspire. Expire, chien tête en bas. Jambe droite. Inspire. Expire. Inspire, jambe gauche. Expire. Inspire. Expire en arrière. Et on revient. Quelques instants de repos. Là, on va prendre une chaise, Utkatasana, en guise d'échauffement. Donc, inspire. Expire, on plie les genoux. On sert de la chaise comme contrepoids. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on revient. Levez les bras. Maintenant, quelques petits échauffements de hanches. On va prendre la sangle. On va mettre le pied droit en avant. Réglez la sangle pour pouvoir vous tenir en équilibre facilement. C'est-à-dire que si je prends la sangle trop lourde, je pourrais pas mettre mon dos en arrière ou ça va appuyer sur mes lombaires. Donc essayez d'être droit et d'éviter d'écraser le tendon d'Achille. De sorte que quand vous reculez un tout petit peu, hop, ça décolle. Si sur le dossier c'est trop haut, mettez le pied dans la chaise. Respirez. Essayez de bien tendre la jambe support. Évitez de soulever le bassin comme ça. Voilà. Sentez vraiment vos deux hanches parallèles au sol. La ligne des deux hanches parallèle au sol. Très bien. Change de côté. Et parti. Cherchez pas à monter le pied très haut, juste d'avoir un équilibre et d'avoir votre jambe support bien dépliée. Respirez. Très bien. On fait la même chose maintenant
sur le côté. Donc c'est votre côté droit. On se met sur le dossier ou sur la chaise, hein, sur l'assise, si c'est trop difficile. On passe la sangle. Réglez raisonnablement. Le bras à l'horizontale. Et on met du poids sur la gauche. Cherchez l'équilibre en baissant bien les épaules. On revient. On change de côté. Bras droit tendu. Essayez d'avoir le bassin bien de face. Et on est parti. On revient. Mettez la sangle de côté. La posture de l'arbre. Donc, on va se mettre en équilibre sur notre jambe gauche. Gardez la chaise s'il y a un petit problème d'équilibre. On va se servir de tout ce qu'on vient de faire, justement. Rotation externe de la hanche et flexion en même temps. Et si tout va bien, on joint les deux mains. On peut mettre les deux bras en balancier. Le regard au loin, impérativement. Bougez pas les yeux. Très bien. Change de côté. Si vous avez du mal dans la position de la jambe pliée, n'oubliez pas, vous pouvez très bien mettre le pied comme ça. Il y a des jours où on n'a pas d'équilibre. Il y a toujours une roue de secours. Installez votre jambe gauche. C'est là que les pantalons en coton sont utiles. Regardez au loin. Respirez. Dépliez bien votre genou droit, la jambe support. Main jointe. Deux bras à l'horizontale. Et on revient. Très bien. Je vais me mettre dans le même sens que vous. La demi-lune, très facile, parce que là, on va être en appui sur la chaise. Voilà, donc vous pouvez mettre une brique de distance. Si ça vous paraît trop haut, la chaise, trop facile, on pourra descendre un petit étage, si vous voulez. On démarre, inspire. Expire, on plie le genou, on regarde l'horizon. Là, c'est facile, on est dans la chaise. Donc, tournez bien votre bassin de sorte qu'on a les deux fesses contre le mur. Les personnes faciles, on peut se mettre en appui sur la brique. Fléchissez bien la cheville gauche. Et ensuite, levez le bras. Que les deux bras soient dans le même alignement en baissant bien les épaules vers le bassin.
On rabat le bras, on plie le genou, on pose le pied gauche loin et on revient. L'autre côté, je vais le faire de face. On pose la main, on regarde tout de suite, on déplie la jambe support, on tourne le bassin en premier. Levez la jambe en fléchissant la cheville et levez le bras. Baissez bien les épaules, sentez bien la géométrie de la posture. On revient. Très bien. On range les deux briques. Ardha Chandrasana, en fait l'idée c'est de monter comme ça. C'est-à-dire de rester bien dans le plan. Que si dans la demi-lune on était comme ça, avec les deux hanches l'une au-dessus de l'autre, et Virabhadrasana 3, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va chercher en fait à mettre le bassin horizontal, et le défaut c'est que souvent dans les deux postures on est entre les deux. Donc tout à l'heure je vous ai placé facilement pour être comme ça, et ici on va essayer d'avoir la hanche de la jambe levée lourde, quoi. Il vaut mieux que ça descende trop comme ça, ce qui est un signe de relâchement, que d'être un peu sans trop savoir. Donc je vais vous tourner le dos pour que vous voyez justement la position du bassin. Posez les avant-bras sur la chaise. Attention donc au réflexe de bomber le dos. Il faut au contraire sentir que le dos est bien à plat. Donc positionnez vos pieds en conséquence. Voilà, peut-être un petit peu trop en arrière éventuellement. Attention, pas trop ouvrir les aisselles non plus. Voilà, puis on va lever la jambe droite. Donc c'est comme si je glissais mon pied sur un axe. Et là, j'essaie de monter sans tourner. Donc faites le défaut dès maintenant. Tournez un petit peu pour sentir les muscles qui se contractent dans les épaules et les rotateurs de la hanche gauche. Justement, il faut les relâcher et juste monter l'extension de hanche. Là. Respirez. Relâchez les poignets. Attention aux pieds qui tournent. Attention au bassin qui tourne. Voilà. On revient. On change de côté. On lève la jambe gauche. Tendez bien la jambe support. Attention donc à ne pas mélanger les deux postures. Laissez bien descendre votre hanche gauche. Éventuellement, tournez votre pied vers l'intérieur pour aider à ce que le bassin tourne. Voilà. Respirez. Et essayez d'aligner les bras avec la jambe arrière, sans que le genou support ne plie. Relâchez les poignets. Voilà, très bien, on revient. On range la chaise. Et puis on va mettre un petit support, une petite variante dans le Katasana. Levez les bras à l'horizontale. Inspire. Expire, on plie les genoux. Laissez bien le bassin partir vers vos talons. Inspire. Inspire. On met les bras devant. Et une dernière fois. Et reviens. Rangez le support.
Je suis désolé. On va reprendre la chaise et puis on va la caler contre un angle de mur. Voilà, on peut très bien faire Vashishtasana, comme ça. Si on est vraiment en grande difficulté, on peut aussi faire la posture en se couchant en fait au-dessus de la chaise. C'est-à-dire que tout l'effort qui serait à fournir par le bras est pris en charge par la chaise. Et vous avez le plaisir de faire la posture comme tout le monde. On va faire la version facile de Vashishtasana. Donc on va déplier les deux jambes. Et puis la jambe gauche, on va la replier, la jambe du dessus, pour la mettre au milieu et pouvoir pousser à l'endroit le plus lourd du corps. Et on respire. On revient, on change de côté. Donc on vient mettre la jambe supérieure. On monte. Voilà, attention de pas avoir les fesses trop en arrière. Normalement, le tibia est perpendiculaire. Alignez les deux bras. Regardez devant. Très bien, on revient. En position en tailleur, on pose la main gauche et on lève le bras droit. Respirez dans le flanc droit. Baissez les épaules. Si on peut, on pose le coude. On revient. L'autre côté, levez les bras gauche. Essayez de garder les deux fesses par terre, les deux ischions. On pose le coude. Tournez la tête vers le plafond. Une dernière fois. Et on revient. On va se mettre à quatre pattes. On va passer le coude gauche. Empilez, écartez un peu les deux genoux. Empilez les deux mains. On lève le bras. On descend le bras. On essaye d'aligner les deux bras. On revient. L'autre côté.
Donc cette phase préparatoire, on voit le coude à 90 degrés. On empile les deux mains. Donc là, je suis désolé, mais je suis contre le mur à cause des caméras. Là. Levez le bras. J'avais fait ça la semaine passée. Voilà. Mettez le bras devant. Le bras du dessous. Le long du genou. Voilà, très bien. On revient. On va aborder la position du trépied. Donc, on va se mettre en appui sur les deux mains et on va éviter de mettre la tête entre les deux mains, mais de mettre la tête en avant sur un triangle équilatéral. Là. La tête roule en plein centre. Je vous montre de l'autre côté. Voilà. On met un genou, deuxième genou. Écartez les deux genoux. On appuie sur les poings. Voilà, très bien. On revient. La table à deux pieds avec un support. On prend deux briques, allongées sur le dos. Inspire, on va soulever le bassin. Expire, on redescend. Inspire. Une dernière fois. On attrape les briques. Deux briques à plat, tout le monde peut. Ou à champ, et on s'assied. Essayez de garder un ventre creux et de voir votre cage bouger quand vous respirez. Inspire, on soulève, on enlève les briques. Voilà, très bien. On revient. Anandasana. Je me mets dans le même sens que vous. En théorie, normalement, le coude doit être dans l'axe de la posture, mais on va tout le temps tomber, donc c'est un équilibre sur le flanc. L'astuce, c'est de mettre un peu le coude en travers, comme ça. Bon, c'est un défaut, mais c'est plus stable. Et puis c'est pareil, de démarrer avec les genoux un peu fléchis pour que cette base soit quand même relativement stable. Et puis ensuite, soit vous passez la sangle, soit vous attrapez la cheville, soit vous attrapez le gros orteil ou le tranchant du pied, et on déplie la jambe. Et quand on est dans la posture, on corrige un petit peu les petits défauts. Encore une fois, c'est une posture où on essaye d'avoir la hanche supérieure au-dessus de la hanche inférieure. Voilà, très bien. On revient. L'autre côté, cette fois-ci, je vais me mettre face à vous.
Voilà, genou flex pour l'installation. On attrape le pied. Très bien. On revient. Et on termine avec des chats. 4 pattes. Inspire, regarde devant. Expire, regarde les genoux. Inspire, baissez bien les épaules. Expire. Inspire. Expire. Et dernière fois. On revient allongé sur le dos, Uddiyana Bandha. Inspirez, ouvrez la cage. Essayez de garder un ventre creux. Expire. On abaisse la cage. Et ouvrez la cage sans prendre d'air. Lâchez, ouvrez, lâchez, ouvrez, lâchez, ouvrez, lâchez, ouvrez, lâchez, ouvrez, lâchez. Inspire. Expire. Vous pouvez pousser avec les mains. Décaler les deux mains éventuellement. Ouvrez la cage sans prendre d'air. Ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche. Inspire. Expire. Ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche. Une dernière fois. Ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche. Très bien. On tourne sur le côté. Et on prend une chaise pour continuer notre introduction à la méditation assise. Contact des deux mains. Relâchez les épaules. Contact des deux pieds. Relâchez les genoux en surveillant les deux gros orteils. On est assis au bord de la chaise. Reculez un peu la tête. Et on va reprendre notre question de début de séance. Est-ce que le silence authentique équivaut à une absence de bruit? Sentez le contact des deux mains. On investit la paume de main droite. Vous sentez la chaleur. Votre épaule fond au soleil, elle ruisselle le long du coude. Et la moitié du poids du bras, qui fait que généralement on la porte et on se soulève comme ça, la moitié du poids du bras repose sur la main. La main devient de la même matière que la cuisse, c'est-à-dire que la frontière avec la peau disparaît. Il y a vraiment une continuité musculaire. Voilà, faut vous imaginer une statue en pierre, c'est la même pierre dans votre cuisse que dans votre main. Sentez la pulpe de votre pied.
beaucoup de relâchement sur l'intérieur de la cuisse, pour que le genou ne soit pas retenu vers l'intérieur. Puis vous sentez comme votre corps coupé en deux, le poids du même côté, main droite, appui du bassin à droite, appui du pied droit. Remarquez la différence de spatialité entre votre côté droit et votre côté gauche. Puis on passe à gauche. Sentez la chaleur de votre main gauche et laissez la jonction, même la soudure s'opérer. C'est une statue en bronze et les doigts, leur contact avec la cuisse, c'est le même métal que la cuisse. Pas de frontières. La chaleur de la paume de la main rayonne à l'intérieur de la cuisse. Vous libérez le genou gauche. Vous sentez la souplesse des tissus de la plante de pied. Votre épaule gauche fond au soleil. Elle se liquéfie le long de votre bras, goutte à goutte au bout du coude. Les 4 membres sont complètement détendus. Donc l'appui du bassin apparaît. La colonne se redresse. C'est le seul élément légèrement dynamique. Vous êtes paupières closes ou ouvertes. Est-ce que votre mental est silencieux? Et s'il n'est pas silencieux, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de silencieux qui surveille, qui regarde? Et cet élément silencieux est indépendant des situations, il est tout le temps là. Et quand vous le ressentez, vous sentez que vous êtes présent. Quand vous êtes conscient d'être conscient, je suis désolé, hein, mais bon. Remarquez comment vous êtes calme. Vous avez totalement déposé toutes vos préoccupations. Sans un contrôleur, la respiration est calme. Votre corps est détendu, comme si vous étiez allongé, sans intention. Un visage tranquille, naturel. Comme ça, on pourrait bientôt le faire dans un parc, sans se faire remarquer, ou très peu. C'est une posture, la posture du pharaon, qu'on voit à l'entrée du temple d'Abu Simbel. Comme quoi, il fait peut-être des échanges entre l'Inde, l'Égypte, l'Afrique.
Merci les amis pour votre écoute. Bonne semaine.